Très chers amis, bonjour et Shabbat Shalom et bonne fête de Hanouka, car nous nous rapprochons effectivement des fêtes de Hanouka. Nous allons ensemble étudier la paracha Vayeshev, la paracha donc qui débute l'histoire de Yosef. Cette paracha débute par Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv. Yaakov a résidé dans les territoires, dans les pays des pérégrinations de son père Yitzhak. Yaakov pense qu'il va pouvoir jouir d'une retraite bien méritée après toutes ses vicissitudes, après tout ce qui lui est arrivé, la rencontre avec Laban, la rencontre avec Esav. Eh bien non, Kadosh Baruch Hu a décidé autrement, le tzaddik veut se reposer. Non, il n'y a pas de repos pour un tzaddik, il doit encore agir et Kadosh Baruch Hu va lui envoyer l'épreuve de Yosef, cette épreuve qui va être terrible pour lui, mais qui va le faire grandir et surtout qui va faire grandir Yosef et l'ensemble des frères finalement dans toute cette histoire répartie sur plusieurs parachiotes. Donc, effectivement, Yaakov est là et l'histoire de Yosef débute par un garçon, Yosef, qui décidément va créer, susciter la jalousie de ses frères. Les frères travaillent, gardent les troupeaux de leur père. Yosef, pas du tout. Yosef reste à la maison, étudie avec son père. Il lui a fait Ketonet Passim, une tunique multicolore, marquant le fait que lui, il est à part. Il ne va pas tremper ses mains, si on peut dire, dans le labeur et le travail de berger, mais consacrer sa vie à l'intellect. Et également, ce Yosef va susciter la jalousie de ses frères, la colère de ses frères. On raconte qu'il allait médire quelque part sur les actions de ses frères auprès de son père, ce qui va exciter la colère des frères. Et puis surtout, évidemment, ce sont les deux rêves que Yosef va faire et qui vont quelque part créer, augmenter cette animosité. Deux halomot, deux rêves, donc, Yosef a fait. Le premier, Ve'ine anachnu me'almim alumim betoch hasadeh. Voilà, nous étions en train d'allier des gerbes dans les champs et ma gerbe au centre s'est mise au centre d'un cercle où toutes les autres gerbes se sont inclinées. Yosef raconte ce rêve à ses frères qui en conçoivent une jalousie. Comment ce rêve est-il prémonitoire? Va-t-il marquer le fait que Yosef va dominer ses frères, que ses frères vont se prosterner devant lui, ses frères ne l'acceptent pas, et en vérité, c'est ce qui va arriver. Deuxième rêve, Ine Hashemesh vayareach ve'achad kochavim mishtachavim li, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. À nouveau, ce rêve vient marquer, annoncer la suite de l'histoire, le fait que Yosef va accéder à un pouvoir extraordinaire alors qu'il a été vendu par ses frères, devenu esclave, le voilà vice-roi d'Égypte et les frères, dans les sidrotes à venir, vont se prosterner devant lui, mais ce rêve suscite à nouveau la jalousie et la haine des frères. Yaakov, le père, essaye de modérer, il explique que ce rêve n'a aucun sens, il n'annonce rien. D'ailleurs, de toute façon, si le soleil représente le père Yaakov, la lune, la mère de Yosef, Rachel, et les étoiles, l'ensemble des frères, et ils se prosternent devant Yosef, ce rêve n'a pas de sens puisque Rachel est morte et donc il n'y a pas lieu de comprendre ce rêve comme quelque chose de prémonitoire. Ce qu'il oublie, Yaakov, c'est que lorsque Rachel est morte, la servante, Bila, est devenue comme une mère adoptive pour Yosef et elle pourrait être la lune représentée dans le rêve. En tout cas, ces deux rêves annoncent la même chose, c'est-à-dire le fait que Yosef va être vice-roi d'Égypte et que les frères vont se prosterner devant lui. Mais une question se pose. Pourquoi deux rêves? Un rêve aurait suffi. Pourquoi le rêve des gerbes de blé et puis ensuite le rêve de la lune, des étoiles et de l'ensemble donc de ces astres qui se prosternent devant Yosef? Alors, pour bien comprendre cela, il faut évidemment faire référence au rêve précédent, c'est-à-dire celui de Jacob du père, avec son échelle Soulam Yaakov, l'échelle de Jacob. On a expliqué d'ailleurs que Yosef ressemble beaucoup à Yaakov, son père.
Ele Toldot Yaakov, Yosef, voici les descendants de Jacob, Joseph, et quoi? Et les autres ne sont pas des descendants? Non, il faut comprendre le sens Toldot comme dans le sens des pérégrinations, des histoires, des aventures. Ce qui va arriver à Yosef ressemble étrangement à ce qui arrive à Yaakov. Yaakov est haï par son frère Esav, Yosef va être haï par ses frères. Yaakov fait un rêve prémonitoire, l'échelle de Jacob. Yosef fait deux rêves prémonitoires, celui des gerbes de blé, celui des astres qui s'inclinent devant lui. Donc il y a une similitude entre l'un et l'autre. Dans le rêve du Soulam Yaakov, c'est-à-dire de l'échelle de Jacob, que nous avons expliqué dans la Sidra de Vaïetse, là-bas, on a bien compris que cette échelle posée à terre et dont le sommet atteignait le ciel représentait le lien fort qu'un juif doit avoir entre la matérialité ici-bas, l'échelle est posée à terre, et la spiritualité qui se trouve dans le ciel. Un juif ne peut être uniquement dans le monde tout spirituel. Il a besoin d'une base matérielle, c'est essentiel. Cette base matérielle lui permet d'appliquer les principes moraux et éthiques dans lesquels qu'il a reçus à travers la Torah. Et bien sûr, un juif ne peut pas être uniquement matériel ou matérialiste, il doit s'élever spirituellement. C'est pourquoi cette échelle fait le lien, la jonction entre le monde en bas, le monde matériel et le monde en haut. Un juif a les pieds sur terre, il veut construire une société juste d'après des lois que lui proposé le Créateur, mais il a son esprit qui s'élève et qui essaie d'aller très très haut pour se grandir. C'est ça le sens de l'échelle de Jacob. Et on retrouve cette idée dans les deux rêves. Les deux rêves parlent d'une part d'un rêve extrêmement terre à terre, voilà, dans le monde ici-bas, dans le monde de la matérialité, les gerbes de blé, le pain, c'est ce qu'il y a de plus matériel, viennent, s'inclinent autour de Yosef. Yosef sera vice-roi d'Égypte, et dans ce monde-ci, il organisera l'Égypte, sauvera finalement l'Égypte et sauvera sa famille de la famine. Et c'est ce qui est bien expliqué dans ce rêve. Les frères vont bien se prosterner physiquement devant ce vice-roi d'Égypte. Mais le deuxième rêve, qui annonce la même chose, est peut-être lui plus spirituel. Yosef va se grandir. Il est Nahar au début, il est qualifié de jeune homme. Et Rachi explique qu'il fait des gestes de jeune homme, il a des intérêts de jeune homme, il s'arrange les cheveux, fait attention à sa beauté, se maquille les yeux, c'était la mode à l'époque, et il n'a pas encore grandi, si on peut dire. Et toutes ces vicissitudes-là, l'esclavage, la prison, tout ce qui va lui arriver va le faire grandir et va le faire devenir Yosef Hatzadik, le leader spirituel pour l'ensemble de ses frères. Et c'est ainsi qu'effectivement, il faut comprendre ce deuxième rêve, ce rêve de la lune, les étoiles, le soleil qui s'incline autour de Yosef. En d'autres termes, on ne peut pas s'occuper uniquement du monde matériel, uniquement de la culture, de la construction dans le monde matériel, sans recevoir une spiritualité, sans recevoir quelque chose qui vient Minashamayim, qui vient du ciel. Et on ne peut pas non plus simplement vivre dans un monde totalement spirituel sans avoir une base matérielle. Les deux rêves s'imbriquent et se complètent, et finalement l'un et l'autre ressemblent à l'échelle de Jacob, au Soulam Yaakov dont nous avons déjà parlé. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Yosef grandit matériellement, il devient le vice-roi d'Égypte, mais aussi spirituellement. Il a su allier la construction matérielle ici-bas avec une influence spirituelle extrêmement forte. C'est pourquoi Yosef est vraiment l'exemple de l'homme jeté dans l'exil de façon brutale, tout au bas de l'échelle, s'élevant matériellement, mais aussi s'élevant spirituellement, grandissant. Une question se pose, puisque nous sommes à l'approche de Hanouka, et le Shabbat Vayeshev, le Shabbat qui précède le premier jour de Hanouka. Eh bien, la question halachique se pose. À propos de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est une question qui est rapportée par le Rav Zevin dans son ouvrage, La Torah et la Moadim, la Torah et les fêtes. Cette question est la suivante. Est-ce que Adlaka osa mitzvah ou Anacha osa mitzvah? Est-ce que c'est l'allumage des bougies de Hanouka qui fait la mitzvah, ou le simple fait de poser, d'installer la Hanoukia qui fait la mitzvah, le commandement de Hanouka? On serait tenté de répondre, mais évidemment, c'est l'allumage du Hanouka. Quel intérêt de poser juste une menorah sans l'allumer? Donc on voit bien que c'est l'allumage qui est important.
Et c'est évidemment ce que la Gemara va répondre. La halakha dit, bien sûr, c'est la hadlaka, l'allumage qui fait la mitzvah. Mais la question est intéressante. On a évoqué l'idée d'une anacha, c'est-à-dire de fait de poser, d'installer bien, de façon très claire, bien sans ordonner cette Hanoukia qu'on va allumer par la suite. La question donc nous interpelle et nous fait comprendre qu'il y a certainement un sens à comprendre dans cela. Le Hanouka, c'est deux volets, si on peut dire. C'est d'abord la victoire militaire, celle d'un petit nombre de Hashmonaïm, la famille de Yuda Maccabi, de Matityahu, son père, qui se révolte contre les Grecs et qui réussissent à vaincre, un petit nombre réussit à vaincre un grand nombre par l'aide divine, mais aussi par leur vaillance, par leur bravoure, dans un combat qui est un combat terrestre, dans un combat où il n'y a pas de miracle apparent, le miracle est caché, un petit nombre vainc un grand nombre, mais il y a des combattants, il y a des morts, il y a des gens qui se sacrifient, donc le combat semble des plus naturels, et ce combat-là est remporté par les Maccabim. Et il est symbolisé par le fait de poser la Hanoukia. En effet, la première chose que les Maccabim ont fait lorsqu'ils sont rentrés dans le temple de Jérusalem souillé par les Grecs, c'est de le rénover, bien sûr, mais surtout de le nettoyer, mais surtout d'essayer de retrouver la menorah en or. Elle avait été brisée, donc on a construit une menorah de fortune à 7 branches en bois avec des lances. On a donc posé les choses, symbole de la victoire militaire. La anacha est donc importante. Le fait de poser la menorah est importante. Évidemment, après, ils ont voulu allumer cette menorah, car la lumière symbolise la sagesse de la Torah qui se diffuse depuis le temple de Jérusalem sur tout Jérusalem et sur l'ensemble du peuple juif. Donc l'allumage aussi, bien sûr, est important. Il n'avait de l'huile que pour 24 heures, vous le savez. Elle a duré 8 jours, c'est le miracle de Hanouka, le deuxième miracle, cette fois-ci beaucoup plus apparent que le premier, la victoire militaire qui était cachée. Et ce miracle est symbolisé par la Hadlaka, le fait que nous allumons les bougies de Hanouka tous les jours pendant 8 jours. Eh bien, cette idée-là, finalement, d'une anacha, de fait de poser, il y aurait une mitzvah d'en ranger, de mettre la Hanoukia dans un endroit bien précis. D'ailleurs, il y a des halachot très précises là-dessus. Elle n'est pas si bête, elle est intéressante, elle est forte, car la question posée par les Chachamim, finalement, où est la mitzvah, la victoire militaire? Qu'est-ce qu'il faut rappeler, pardon, la victoire militaire des Hashmonaïm, des Maccabim, ou le miracle de la fiole d'huile? Eh bien, les deux, quelque part, en sachant bien que le miracle de la fiole d'huile, c'est l'intervention divine, donc c'est ça le cœur même de la mitzvah, mais que le fait de rappeler la victoire militaire est aussi important. On ne pourrait pas allumer la Hanoukia dans l'air, il faut bien la poser quelque part, il faut bien une base tangible et forte pour poser cette Hanoukia. Ainsi explique le Rav Zevin dans la Sidra de Vayeshev, dans ces deux rêves, il y a une annonce déjà de l'histoire de Hanouka. Yosef représente ici l'ensemble du peuple juif et il y a cette nécessité, le premier rêve, donc la base, doit être posée, ça représente la victoire militaire et puis le deuxième rêve correspondrait à la Hadlaka, à l'allumage des Nérot de Hanouka qui, bien sûr, symbolise le miracle de la fiole. En d'autres termes, finalement, le miracle de Hanouka, il est très important, bien sûr. Dieu intervient dans l'histoire et change les données naturelles. Mais il le fait à partir du moment où l'homme, le juif, a fait ce qu'on appelle l'ishtadlout, c'est-à-dire qu'il s'est donné à fond dans ce combat terrible vis-à-vis de nos ennemis syrio-grecs de l'époque, au péril de leur vie, beaucoup sont morts. La Hanacha, c'est un miracle, certes, c'est un miracle caché où l'homme a une grande part, et on veut le montrer, la Gemara veut le montrer en posant cette question, en disant effectivement, est-ce que la hanacha, le fait de poser la menorah est plus importante que la hadlaka? Elle répond que la hadlaka, l'allumage est plus important, mais la hanacha, le fait d'installer cette menorah est aussi importante. Chers amis, nous avons ici toute l'essence même de l'histoire de Hanouka, qui se confond toujours et se lie en même temps que l'histoire de Yosef. L'homme doit tout faire ce qui est en son pouvoir pour rétablir, se battre pour son identité juive, et la Yeshua, le sauvetage, la victoire, viendra de la main du Tout-Puissant. Chers amis, Shabbat Shalom à tous et Hanouka Sameach.